Salut à toutes et à tous, bienvenue sur RMC Sport Combat. On est très heureux aujourd'hui d'accueillir un invité très spécial, Franck Dupuis, le patron et fondateur de la marque Venom. On le voit, tu as le t-shirt, tu arbores fièrement les couleurs de ta marque. Et si on te reçoit aujourd'hui, Franck, c'est parce que tu viens de re-signer un contrat avec l'UFC. Tu es déjà partenaire avec Venom de l'UFC depuis 2021. Et là, tu as re-signé un contrat jusqu'en 2029. Donc 6 ans de plus pour ce partenariat avec l'UFC. Déjà, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu, on va revenir sur les débuts de la marque, on va revenir sur son histoire, c'est une marque assez jeune, qui a été créée en 2006, Venom. Comment ça s'est fait, donc après ces 3 ans de première collaboration avec l'UFC, comment est-ce que ça s'est fait de re-signer un contrat historique comme ça jusqu'en 2029, sachant qu'avant toi, il y avait Reebok qui avait fait 6 ans avec l'UFC. Donc là, c'est vraiment historique ce qui s'est passé entre Venom et l'UFC. Comment ça s'est fait ? En fait, on a simplement confirmé notre période d'essai. On a commencé en 2021. La rencontre avec l'UFC s'est faite en 2019. On a été recontacté en 2019 pour le deal en cours. Donc, parce que l'UFC recherchait effectivement un remplaçant à Reebok. Le process de sélection a été assez rapide. Le premier contrat qui a été signé avec eux, qui s'est signé début 2020, au moment de la fin du monde avec le Covid qui arrivait au même moment, a été assez folklorique d'ailleurs en termes de négociations contractuelles. Mais bon, finalement, ça s'est bien terminé, bien passé. Et donc, ce contrat était assez court parce que l'UFC était un peu frileux ou frileuse, selon comment on les voit. Et donc, ils nous ont pas donné tout de suite la confiance. Il a fallu aller la chercher et la mériter. Et donc là maintenant, depuis 2021, comme tu l'as dit, on a vraiment appris à travailler ensemble. On a fait nos preuves, je pense. L'UFC a été rassuré. Le retour des fans est positif. Le retour globalement des athlètes est extrêmement positif aussi. Donc l'UFC a décidé qu'il était naturel de prolonger. Nous, depuis le début, on ressentait qu'il y avait une vraie logique à travailler avec eux. C'était l'ADN de la marque et on était objectivement, je pense, les plus légitimes à signer ce contrat parce que du fait de notre histoire, du fait de la présence qu'on a eue des années plus tôt avec eux, avec les athlètes de l'UFC, du fait de la présence globale de Venom aujourd'hui, qui était la seule marque de sport de combat vraiment présente sur tous les continents. Il y avait pas mal de points positifs du côté de Venom et du côté de la candidature de Venom, quoi. Et donc voilà, on a été prolongé. On en est assez fiers. Les équipes sont vraiment satisfaites. Donc pour nous, c'est une marque de confiance, c'est une marque de reconnaissance et c'est important parce que dans le cadre du développement d'une marque, il est important d'avoir ce genre de gage de confiance donné par un acteur majeur comme l'UFC pour se projeter dans l'avenir. Alors là, tu dis que dès 2019, ils t'ont contacté c'était j'imagine pour des appels d'offres, c'est ça ? Pour évaluer un petit peu l'ensemble des acteurs du marché qui pourraient se positionner. Est-ce que tu sais combien de marques étaient positionnées avec toi en 2020-2021 lorsque tu signes avec eux ? Est-ce que tu sais combien de marques et qui étaient avec toi sur la ligne ? C'est une grande question qu'on a posée à laquelle on n'a jamais eu de réponse officielle. Je sais qu'il y avait une petite dizaine de marques au début dans la liste mais forcément qui a été regardée. Des très très grosses marques. Il y avait de tout. En fait, il y avait du très gros et du plus petit que nous même. D'accord. Donc il y avait un peu de tout. Donc il y avait du très gros, je pense, mais j'ai jamais eu de nom officiel. Mais je pense qu'il y avait des grosses marques américaines. Il y avait des marques de sport de combat pur et dur, comme Venom. Et même des marques intermédiaires qui étaient plus des marques de sport / fitness, quoi. D'accord. Qui étaient regardées. Mais je pense qu'on a vraiment été les seuls à cocher toutes les cases qui les intéressaient. Et justement, les cases que n'ont pas forcément coché Reebok avant et que toi, tu as coché avec Venom, c'était lesquelles ? La plus importante, c'était la légitimité. C'est-à-dire qu'en fait, l'UFC s'est rendu compte que les fans de sport de combat, c'est une vraie communauté, une communauté soudée, une communauté qui partage des valeurs. Et en fait, on peut pas complètement leur faire avaler n'importe quoi. Et le problème que l'UFC a eu avec Reebok, c'est que Reebok n'a pas compris la communauté en question et donc a tapé dès le début à côté de la plaque. En plus de ça, il y a eu pas mal de polémiques avec les athlètes, avec la perte de primes pour les athlètes, etc., qui s'est greffé là-dessus, qui n'a pas aidé Reebok. Mais globalement, nous-mêmes, en tant que distributeurs, parce qu'à côté de Venom, on a aussi une activité de distribution d'articles de sport de combat, quand on a vu comment ça se passait avec Reebok,
c'était assez incroyable en fait. Et on comprenait pas vraiment ce qui se passait en fait dans cette collaboration UFC Reebok. D'accord. C'était compliqué que ce soit un succès, quoi. Donc dès le début, dès 2015, de l'extérieur, tu as compris et tu t'es dit, là on a quelque chose à faire parce qu'on ferait potentiellement mieux que Reebok, vu notre positionnement ultra fight dès le début. Non, pas vraiment. En fait, ce qu'on s'est dit en 2015, c'est que pour nous, la messe était dite, parce que l'UFC, c'était 95%, presque 100% de notre exposition. D'accord. Donc, on était une marque de MMA, on était vu et connu comme une marque de MMA, et on utilisait beaucoup l'UFC et le sponsoring d'athlètes UFC pour développer l'image de la marque. Parce que simplement, pardon Franck, je te coupe, mais il faut le rappeler, à l'époque, avant 2015, chaque athlète pouvait avoir son propre sponsor short, par exemple, venir avec son équipementier et représenter son équipementier dans la cage de l'UFC. Depuis 2015, ça a changé et c'est une marque unique qui était Reebok et qui est maintenant Venom depuis 2021, qui représente les athlètes, tous ceux qui se présentent dans la cage de l'UFC. Juste par rapport à ça, du coup, puisque tu parlais de primes aussi, est-ce que tu peux dire à quel montant s'élèvent les primes et comment ça se passe? C'est-à-dire que chaque combattant, en plus de la prime UFC qui va toucher pour ses combats, va toucher une prime d'équipementier. Donc c'est-à-dire que toi, Venom, à chaque fois, à chaque combat, à chaque fighter, tu verses une prime. Est-ce que tu peux nous donner des fourchettes ou alors nous donner des chiffres de ce que ça représente? Alors non, je ne peux pas donner de chiffres parce que tout ça est quelque chose d'assez confidentiel. Les termes du contrat sont confidentiels et d'ailleurs, avant de venir ici, clairement, je m'attendais pas à ce que tu me poses directement cette question. Donc, je n'ai pas demandé l'autorisation pour discuter de ça. Donc, je suis désolé, c'est pas que je veux faire de la langue de bois ou quoi que ce soit, mais je ne peux pas te dire exactement. Ce que je peux te dire, c'est que dans le cadre de ce contrat, l'idée, c'est que l'argent soit reversé aux athlètes. D'accord. Voilà. Donc, mais ça, après, c'est à la discrétion de l'UFC, athlète par athlète, en fonction du contrat que l'athlète lui-même a avec l'UFC, que ça soit un contrat standard ou un contrat particulier. Sans chiffre, en fait, chacun a leur contrat et puis après, ça se passe comme ça. D'accord. Après, c'est aussi à chaque athlète et à son équipe de négocier et de défendre ses propres intérêts. Là-dessus, chacun se bat pour lui, quoi, clairement. Et nous, on n'a pas notre mot à dire sur ça. Nous, on est principalement là pour équiper, pour fournir des produits, développer des produits. Et après, le faire le mieux possible pour en vendre le plus possible et que derrière, il y ait le plus d'argent possible qui puisse aussi revenir dans l'escarcelle des athlètes. Donc, c'est un deal qui est assez sain à ce niveau-là. Mais oui, comme tu le disais tout à l'heure, on est passé d'un univers où il y avait X marques à un univers où il n'y en a plus qu'une. Donc, et nous, ce que j'étais en train de dire, c'est que du jour au lendemain, on a tout perdu en fait, en termes d'exposition. Et donc, on s'est vu disparaître. Et donc, quand l'UFC a signé Reebok, on ne s'est pas dit, c'est bon, on va leur prouver qu'ils se sont trompés et on va revenir. Pour nous, on a fait un trait sur l'UFC à l'époque. On s'est dit, OK, c'est comme ça. Ils ne veulent pas de nous, c'est pas grave, on va faire sans eux. Et donc, on a développé la marque ailleurs et on en a fait une vraie marque de sport de combat en focalisant sur certaines disciplines, principalement Muay Thai, kickboxing au début, puis jiu-jitsu brésilien, puis boxe anglaise, etc., etc. Et donc, comme ça, on a continué de développer Venom. Alors ça c'est intéressant, je t'ai entendu en parler justement de la différence entre les pratiquants des différentes disciplines, c'est-à-dire que les fans et les potentiels clients de MMA ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui aiment le Muay Thai ou ce genre de discipline pied-point. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la particularité en fonction des sports par rapport à ce que toi tu remarques en tant qu'équipementier? Alors en fait, ce qui nous a sauvés clairement, c'est quelque chose que moi je ressentais depuis un petit moment déjà et qu'on a pu réellement tester à partir de 2015, c'est que une discipline comme le Muay Thai, c'est une discipline de pratiquants. C'est-à-dire qu'à l'image du judo, du karaté, ce sont des disciplines où les gens qui vont voir les combats sont des pratiquants. L'UFC à l'époque était surtout une discipline de spectateurs, de fans. Donc il peut y avoir des dizaines de millions de gens qui regardent, mais il n'y avait personne qui pratiquait. Donc en termes de vente derrière, de débouché commercial, il n'y avait pas grand-chose à vrai dire. Alors que du Muay Thai, tu sponsorises une soirée de Muay Thai, un gala de Muay Thai à Paris, avec 2500 personnes dans une salle, tu as 3000 pratiquants. Exagère. Et donc ça veut dire autant de clients potentiels qui peuvent être intéressés par tes produits. Exactement. Et notre chance aussi, c'est que la France est un gros pays de Muay Thai avec beaucoup d'athlètes de très haut niveau. Donc on a pu
facilement rentrer en contact avec eux, discuter avec eux, avancer avec eux et collaborer. Et donc depuis des années aujourd'hui, et maintenant depuis presque 10 ans, on est dans ce sport et on est super content de l'être. On a un camp en Thaïlande qui a explosé autour de ce sport et c'est un sport qui est vraiment qui nous tient particulièrement à cœur et moi qui est très important pour moi parce que je sais aussi ce que je lui dois, quoi. C'est pas, Venom n'est pas qu'une marque de MMA. Ouais, bien sûr. Et alors, du coup, quand tu arrives dans le MMA, donc avant d'avoir le contrat avec l'UFC, il y avait beaucoup de combattants qui étaient équipés Venom. Mais quand même, à partir de 2021, quand c'est toi, ça y est, c'est ta marque qui est sur le short de tous les combattants UFC, quand tu vois dès 2021, par exemple, Conor McGregor rentrer avec ton équipement, avec ta marque, avec ton logo, c'est quoi le sentiment assez primaire que tu as à ce moment-là ? C'est une grande fierté. Je me souviens de la première soirée en avril 2021. C'est quand tu vois la première fois les shorts. C'était, je crois, pour Ousmane contre Masvidal. Le premier numéroté, il me semble. Oui, le premier numéroté, c'était celui-là. Mais avant, il y avait eu un Fight Night qui était moins prestigieux, mais qui était un peu une sorte de galop d'essai pour tester un peu la logistique, etc. Parce que l'UFC, c'est une sacrée logistique pour équiper tous ces combattants. Donc, tout s'est très bien passé. Les équipes nous ont envoyé les retours au fur et à mesure. On était encore en plein Covid, donc impossible de se déplacer, impossible d'aller aux États-Unis pour moi. Donc c'est juste mes équipes américaines. Même pour les premiers événements, impossible d'y aller, même pour travailler ou quoi que ce soit. J'ai demandé un visa, on me l'a pas donné. Rien à faire. Rien à donc, faire. Grosse frustration, mais devant ta télé, énorme fierté. Donc je regardais ça à la télé. Et c'est l'équipe américaine qui a pu finaliser le dernier geste. Quoi, et ça aussi, c'est heureusement qu'on était, avec ce Covid, heureusement qu'on était déjà installé un peu partout. Parce que sinon, ça aurait été juste pas possible, en fait. Ouais. Alors, ne serait-ce qu'en 2023, il y a eu, je crois qu'il y a eu 520 combats UFC en tout. Donc, ce qui veut dire plus de 1000. Il y en a eu plus de 500. Ce qui veut dire plus de 1000 fighters aussi à équiper avec les coachs, avec tous les entourages, tout le staff UFC. Comment ça se passe les relations avec l'UFC et de qui est-ce que tu as les retours directs ? Est-ce que ce sont les fighters qui te font des retours directement ou alors est-ce qu'à l'UFC il y a une cellule spécialisée qui est en contact avec toi pour l'équipement et qui te fait des retours par rapport aux améliorations, aux choses sur lesquelles vous pouvez travailler ensemble ? Alors c'est principalement cette cellule. En fait, l'UFC est organisée avec une équipe dédiée à la gestion de l'équipement de l'athlète. D'accord. Donc ils ont toute une équipe logistique, développement produit, etc. qui est là, avec lesquels on a des contacts de manière hebdomadaire, minimum hebdomadaire depuis le début. D'accord. Donc ces gens-là nous font les retours quand il y en a à faire, mais principalement c'est plus, ils nous font les retours. On travaille aussi sur les aspects communication, marketing, etc. avec eux. Enfin il y a vraiment un travail de groupe. Ils ont une équipe dédiée et on travaille nous main dans la main avec cette équipe dédiée sur tous les sujets possibles liés à la collab. D'accord. Donc sur les retours produits, eux nous ont fait dès le début des retours par rapport au feeling des athlètes. Nous-mêmes, on a nos propres athlètes, des Cyril Gane, des Benoît Saint-Denis par exemple, qui sont des athlètes UFC, avec lesquels on échange, avec lesquels on peut avoir des retours sur les produits. On avait aussi un historique de plus de 10 ans sur ce type de produit, donc c'était pas extrêmement compliqué pour nous, on savait à peu près où on allait, enfin pas à peu près, on savait exactement où on allait. On a simplement apporté des améliorations parce qu'on voulait vraiment élever le niveau de jeu. Donc on a apporté certaines améliorations aux produits, notamment aux shorts, qui devaient être ultra légers, ultra fités, etc. Donc c'était un point d'honneur qu'on mettait. On voulait vraiment marquer le coup avec quelque chose qui allait marquer une forte différence par rapport à Reebok. Et d'ailleurs, les premiers retours qu'on a vus des fans étaient extrêmement positifs suite à la première soirée. D'accord. Et on a été publicité à plus de 90%. C'est-à-dire que les retours, sur certains retours, c'est le jour et la nuit, quoi. Et ça, c'était une immense fierté parce que ça a demandé tellement d'efforts, c'était tellement difficile à développer en plein Covid, tout à distance, sans pouvoir aller dans les usines, en plus. On était quand même assez contents, quoi. Et soulagé surtout. Tu parles aussi du logo qu'on voit sur ton t-shirt. Tu dis que le logo, c'est une vraie force de Venom. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, par rapport justement au retour des fans que tu as, ce logo, il est quoi ? Il est très universel en fait ? Ce logo, c'est l'une des forces. C'est clairement l'une des forces depuis le début. Dès le premier produit qui a été vendu, je pense qu'il s'est vendu grâce à ce logo. Tout de suite. Parce que il est fort, il parle aux gens. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien les messages implicites, donc où il n'y a pas besoin de parler pour se faire comprendre. Et donc, ce logo, il amène ça. C'est-à-dire que derrière le serpent, on a tout un imaginaire. Et cet imaginaire, il est globalement positif,
quelle que soit la culture à laquelle on s'adresse. Donc qu'on soit en Asie, qu'on soit en Afrique, en Europe, en Amérique, tout le monde a une vision assez forte de cet animal. Et donc c'est un animal qui porte des valeurs très intéressantes et super compatibles avec l'univers du fight. Ouais. Donc c'est pour ça que moi je l'ai retenu. Hein. Quand j'ai fait ma petite gamberge au début, j'avais tous les animaux du zoo. Hein. J'avais le gorille, le tigre. Ouais, on s'était dit qui est un peu agressif au zoo. Voilà, c'est ça, le croco. On a essayé. Je les ai tous mis sur la table. Et puis au final, j'ai fini avec le serpent. Ouais. Voilà quoi. Et finalement, je regrette pas. Ouais. Donc le serpent me l'a bien rendu. Et voilà, c'est positif quoi. Alors là, on est reparti pour 6 ans donc avec l'UFC jusqu'en 2029. Quelles sont, toi, personnellement, les améliorations que tu as aussi envie de faire par rapport à ce partenariat, par rapport aux échanges que tu as avec l'UFC? Est-ce qu'il y a des choses prévues contractuellement aussi? Disons, par exemple, je t'ai entendu parler de cellules capsules. C'est ce que tu as envie de faire de plus en plus aussi? Par exemple, proposer, comme ça s'est fait pour Sean O'Malley en short rose. Voilà, des choses comme ça, on va en voir de plus en plus entre Venom et l'UFC? Oui, vous devriez en voir davantage. C'est quelque chose qu'on a demandé, nous, quasiment dès le début. Ouais. Ça a été un peu difficile à obtenir. Aujourd'hui, l'UFC a bien compris l'intérêt. Et donc, l'UFC, maintenant, est moteur sur le sujet. D'accord. Donc vous allez voir arriver, effectivement, des surprises. Au fur et à mesure, maintenant, des gros UFC, vous verrez des produits arriver qui sont différents. Et ce seront des produits qui seront directement commercialisés, ou alors ce seront des produits qui seront uniquement pour la soirée UFC, pas forcément commercialisés derrière? Non, ils seront commercialisés, mais systématiquement en série spéciale, D'accord. en volume plus ou moins important. Donc l'idée étant malgré tout, de créer un effet d'exclusivité. Donc on ne veut pas non plus inonder le marché de produits. C'est pas le but du jeu, mais c'est aussi que l'idée, c'est aussi comment dire, d'aller dans le sens de l'athlète. C'est-à-dire que cette volonté de faire des capsules, ça va aussi dans le sens de l'athlète, parce que ça le met en avant, ça le rend encore plus unique. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ça augmente sa bourse, puisque les athlètes sont directement rémunérés sur la vente des produits en question. D'accord. Un O'Malley va toucher sur le short rose. Sur le short rose. Okay. Et il n'y a que lui qui touche. Ouais. Donc ça, pour lui, c'est intéressant. Donc évidemment, outre le côté fun et cool de ce type de produit, parce que O'Malley, il cochait pas mal de cases, et le fait de faire le short en rose passait super bien sur lui. Là, on va réfléchir pour d'autres athlètes à ce qu'il est possible de faire. Alors, il y a la partie partenariat UFC, il y a aussi la partie partenariat spécifique pour des athlètes, ce que tu faisais uniquement avant, puisque tu n'étais pas sur une grosse orga comme l'UFC. Vous pouvez aller voir sur la page Instagram de Venom, d'ailleurs, qui est très suivie. Mais voilà, quand on va sur ta page Instagram, on voit du Benoît Saint-Denis, du Cyril Gane, du Khamzat Chimaev, du Baki aussi, qui travaille avec toi. Quelle importance tu accordes aujourd'hui avec Venom à cette partie sponsoring, mais privée, on va dire, enfin, pour des combattants privés, plutôt que sur les grosses organisations comme ça prend encore une grosse place dans ce que tu veux faire? Oui, très grosse. Parce énorme, que ça permet en fait d'exprimer vraiment ce qu'on a envie de dire. On a plus de liberté quand on travaille avec un athlète que quand on travaille avec une organisation qui elle-même a plus de contraintes, donc amène plus de rigidité dans la communication, ce qui est logique, hein, c'est normal. Oui, bien sûr. Un athlète, il y a plus de souplesse, plus de créativité possible, c'est un rapport en one-to-one avec lui, et donc c'est pour ça aussi qu'on le fait. Donc on sélectionne aujourd'hui les athlètes qui collent le plus à nos valeurs, à la marque et au message qu'on veut faire passer. Ouais. Donc tu as cité quelques noms qui sont effectivement des ambassadeurs, et avec lesquels on va essayer au fil du temps de créer des contenus de plus en plus intéressants. On a le MMA, on a aussi d'autres sports, hein. Tu continues sur les autres sports. Par exemple, récemment sur AMC Sport, il y avait Bakary Samaké qui était en Venom sur toute sa Fight Week, sur toute sa préparation et pour son combat. Tu as aussi beaucoup travaillé avec Vassil Lomachenko, légende de la boxe anglaise. T'avais raconté pour Vassil Lomachenko que notamment sur ton travail sur les gants techniques, c'était un fou furieux technique en fait, Lomachenko, et qui vous a permis aussi de passer des caps supplémentaires techniquement grâce à ses conseils. Tu peux nous raconter un peu l'expérience que tu avais eue avec Lomachenko? En fait, Lomachenko, lui, venait d'une autre marque canadienne. Et
il avait des idées, c'est un garçon qui a des idées hyper arrêtées sur ce qu'il veut, sur le matériel qu'il veut utiliser. Et globalement, dans l'univers de la boxe anglaise, ça aussi on l'a découvert en arrivant vraiment dans la boxe anglaise, le matériel est hyper important. C'est-à-dire que les athlètes attachent une importance très particulière au matériel qu'ils utilisent, dire qu'ils vont, notamment ils vont être plus minutieux en anglaise que dans d'autres sports de combat. Oui, beaucoup plus. En fait, ça a été vraiment par rapport à du Muay, du kick ou du MMA, c'est le jour et la nuit. C'est juste le jour et la nuit. C'était même une surprise au début de voir à quel point les gars étaient pointilleux sur ce qu'ils recherchaient. Donc nous, ça nous a permis vraiment d'orienter les développements parce que dans l'anglaise, il y a plusieurs types de produits qui sont recherchés. Lomachenko, lui par exemple, il lui faut absolument de la protection. C'est un garçon qui a les mains très fragiles. Et il lui faut beaucoup de protection et il lui faut beaucoup de feeling dans le gant. Il faut un grip très particulier pour lui. C'est-à-dire qu'il recherche une sensation très naturelle au moment de l'appréhension, de la fermeture de son poing. Il veut avoir l'impression de se battre à main nue, en fait. Et ça, c'est la force justement des gants de boxe anglaise par rapport à toutes les autres disciplines et par rapport à beaucoup d'autres marques. C'est que quand on est habitué à combattre à main nue, quand on met un gant de boxe la première fois, on se dit mais comment je vais faire pour m'en sortir, parce que finalement on sent pas la contraction à l'impact, on n'est pas à l'aise avec les gants au début. Et nous, ce qu'on fait avec lui, ce qui nous a aidé à faire, c'est développer des gants avec lesquels on se sent à l'aise, c'est-à-dire avec lesquels on a l'impression d'être presque à main nue. Et avec lesquels, quand on frappe, on a l'impression d'avoir le poing fermé. Et c'est plus qu'une impression, on a le poing fermé. Donc, le gant de combat qu'on a développé pour lui, qui était le Hammer, on l'appelle le Hammer chez Venom, qui est toujours d'ailleurs au catalogue, et maintenant on donne à d'autres fighters qui aiment bien aussi ce type de sensation. C'est un gant où le grip est quasiment insensible, on sent rien sur le gant qu'utilise Loma en combat. Et on a un niveau de protection qui est très élevé. Donc c'est un gant qui combine plusieurs qualités qui peuvent être paradoxales. Et donc la boxe anglaise, c'est un casse-tête. C'est à chaque fois, nous, notre vision, c'est amener de la protection. Parce que dans l'univers de la boxe anglaise, il y a une technologie qui s'appelle le crin de cheval, qui est un peu antédiluvienne maintenant, où vous n'avez juste aucune protection. C'est-à-dire que quand vous frappez, vous êtes sur les métacarpes, quoi. Donc l'idée là pour le boxeur, c'est d'éclater la tête de son adversaire le plus rapidement possible. Mais ce faisant, il se fait mal aux mains. Et après quelques années de carrière, certains peuvent même plus combattre. Donc nous, on a développé des gants, et notamment notre gant Coco, le dernier, qui était une première mondiale, puisque c'est le premier et le seul gant actuellement sur le marché qui utilise de la fibre de coco. On a développé un gant qui permet d'avoir cet impact un peu crin de cheval, c'est-à-dire dévastateur, tout en procurant beaucoup de protection à la main. Donc là, c'est un peu le meilleur de deux mondes, et ça rejoint donc Bakary Samake, qui lui utilise ce gant notamment. Le coco. Et il adore ce gant. Donc il adore ce gant parce que ça lui offre de l'impact et ça lui offre de la protection. Et en MMA, tu as des noms comme ça de fighters avec lesquels vous avez travaillé chez Venom et qui ont permis à certains équipements d'obtenir des améliorations que vous avez encore aujourd'hui ? Pas vraiment. Je vais être honnête. Beaucoup moins. C'est ça, c'est la boxe anglaise où il y a une minutie qui est assez impressionnante. Sur l'équipement, oui, en anglaise. Après, dans le Muay, on a eu le cas sur les protèges tibia notamment. On a eu le cas sur certains gants. On a aussi, parce qu'on nous a challengé sur d'autres marques thaïlandaises, etc., qui étaient censées être des références, mais que nous, on estime aujourd'hui, je le dis objectivement, totalement dépassées. Donc les grosses marques taille, pour moi, je comprends pas en fait. Enfin, je comprends parce que c'est le marketing, c'est la beauté du marketing. Je comprends la qualité technique la qualité technique pour moi est catastrophique. C'est-à-dire que quand ta main dans un gant elle est comme ça, faut que tu m'expliques comment tu te bats. Elle est comme ça. Ta main est comme ça. Donc tu te bats comme ça dans la rue. T'as pas le côté naturel de mettre un coup de poing. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais on va dire oui, mais est-ce qu'il faut les mains ouvertes pour attraper ? Ah bon, parce que si elle est fermée, elle peut pas s'ouvrir. Si, elle peut faire les deux. Pourquoi elle ne pourrait pas rester ouverte et faire... Nous, on fait les deux. Mais c'est intéressant. Donc et tu dis, je comprends pas. Les marques taille, elles sont peut-être restées un petit peu campées sur ce qu'elles savaient faire à l'époque, mais sans trop s'améliorer dans le temps en fait. Il n'y a pas d'évolution. C'est le même gant depuis 30 ans. Mais c'est une image que je prends souvent. Est-ce que dans le Tour de France, ils ont le même vélo qu'en 1977 ? Non. Mais pareil dans le Est-ce qu'ils ont le même vélo qu'en 2020 ? Pareil dans le tennis, par exemple. Les raquettes de tennis, les raquettes de ping-pong, ça évolue. Je ne crois pas que la raquette qui gagne Roland Garros en 2023 soit celle de Yannick Noah de 83. Non, loin de là. D'accord. Ça devait être encore sur la fin du bois, je pense. Dans le Muay Thai, c'est le même gant. C'est le même gant. C'est bizarre. Ils n'ont pas changé ça. Non, mais c'est bizarre. Enfin, moi, je trouve ça bizarre que ce sport, l'univers du fight, soit le seul univers où on ne bouge jamais. C'est ce que tu as constaté, en tout cas, sur 20 ans d'expérience dans le métier. Un gant de boxe qui est sorti il y a 10 ans, même s'il a le même nom, n'a plus rien à voir. C'est une V3, V4, c'est une V5. V12. On les change quasiment tous les ans.
Mais donc, sans même le dire aux clients, on les améliore, on change les mousses, on améliore la forme du gant, le grip du gant, on change tout le temps parce que tu es obligé. Et alors, c'est hyper intéressant toute cette partie-là, et c'est pour toi ce qui fait qu'aujourd'hui Venom est parmi les marques les plus reconnues dans le sport de combat et dans le monde désormais. C'est aussi l'écoute des clients, l'écoute des professionnels, l'écoute de tous tes utilisateurs, et un retour que tu travailles, j'imagine, avec des ingénieurs, avec tout ton staff. Vous êtes combien à travailler chez Venom ? On n'est pas nombreux en fait. Ouais. C'est ça qui est fort. On est moins de 100 personnes. Donc, moins de 100 personnes dans le marque internationale. Ouais. Dans le monde. Et donc on a un ratio nombre de têtes versus chiffre d'affaires qui est totalement unique, je crois. Et des points de production qui sont répartis un petit peu partout dans le monde ? Principalement en Asie. Ouais. Enfin, pas principalement, en Asie. Ouais. Donc, ça veut dire Thaïlande, ça veut dire Chine, ça veut dire Taïwan, ça veut dire Pakistan, pas mal de pays en Asie. D'accord. Et dans lesquels on a des unités de développement. D'accord. Donc, et on a des partenariats forts avec les usines avec lesquelles on travaille, qui sont des partenariats exclusifs. Donc, en fait, les unités de production sont quasiment à nous. Et donc dans ces unités de production, on a des ingénieurs qui travaillent pour nous. Donc, qui nous aident aussi au développement des produits, et on a le Kantai qui nous permet de tout tester. C'est-à-dire que nos gants de boxe anglaises sont testés en Thaïlande par 90% d'humidité à 40 degrés avec des sauts de flotte jetés sur les gants à longueur de journée. Tous nos gants sont testés dans ces conditions. Donc ça permet d'avoir des retours qui sont fiables. Parce que entre une salle de sport à Paris et un camp thaïlandais, c'est le jour et la nuit. Et surtout un camp thaïlandais dans lequel aujourd'hui on a les meilleurs fighters du monde en pied-point qui s'entraînent quotidiennement. Donc c'est juste rien à voir. Comment ce partenariat avec l'UFC, qu'est-ce qu'il a apporté directement à la marque ? Est-ce que, donc on a parlé de toutes ces améliorations techniques qui ont été faites aussi grâce à ce partenariat, notamment. Au-delà de ça, est-ce que au niveau du rayonnement de la marque dans le monde, ça a contribué énormément ? Est-ce que dans le quotidien de toi et de tes employés, ça a changé beaucoup de choses ? Comment est-ce que ça s'est passé depuis que tu travailles avec l'UFC, depuis de fin 2020, début 2021 maintenant ? En fait, ça n'a pas été une révolution. Il n'y a pas eu un énorme avant, énorme après, ou plutôt un énorme après. Mais ça, on s'y attend pas, par exemple. Non, on va s'attendre à ce que le dimanche soir, tu sois dans un univers et le lundi, tu signes avec l'UFC, t'es ailleurs, quoi. Et c'est pas ça. Ça n'a pas été le cas, non. Non, ça a été beaucoup plus graduel que ça. Donc, en fait, c'est quand même une belle reconnaissance. Faut pas cracher dans la soupe. C'est une énorme reconnaissance. C'est très positif pour l'image de marque. Ça nous renforce beaucoup et ça nous place vraiment sur la carte en tant que marque de sport. Ouais. Vraiment. Parce que l'UFC, c'est une immense organisation de sport, pas que de sport de combat. C'est vraiment un acteur massif et majeur du sport. C'est aux États-Unis et dans le monde, du coup, ça discute avec l'NBA, ça discute avec l'UFC, les compétitions de football américain, de baseball, de hockey. L'UFC, ça joue avec. Si on parle un peu finance, l'UFC aujourd'hui, avec le rapprochement avec la WWE, c'est plus de 20 milliards de dollars de valorisation. Donc on est sur des chiffres qui sont colossaux. Ouais. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'organisations sportives qui s'alignent derrière ça, quoi. Donc oui, ils sont gros. Ils ont une capacité à diffuser l'information et leur contenu qui est énorme. Donc, ils sont globaux. Donc, pour nous, c'est beau parce que ça nous place vraiment comme un acteur sérieux de l'univers sportif. Ouais. Maintenant, ça nous impose aussi des responsabilités. C'est-à-dire qu'eux-mêmes attendent de nous une implication, un investissement. On est là aussi pour promouvoir l'UFC, pour promouvoir la collaboration. Donc on doit créer un contenu, créer un message, le pousser, le faire de manière qualitative au quotidien, tout au long de la collaboration pour pouvoir la faire évoluer positivement. Et donc sur le quotidien que ça a fait pour toi et pour les employés de Venom et pour la marque Venom, tu disais, je t'ai coupé quand tu as commencé à dire ça, mais ça n'a pas changé grand-chose en fait. Non, objectivement, non. On a toujours développé des produits, on a toujours communiqué sur ces produits. On était sur des produits sur lesquels on était relativement confortable, hein, clairement. Ouais. C'était pas, on s'est pas mis à faire du rugby, quoi, des ballons de rugby ou des raquettes de tennis. Donc on est resté dans une zone de confort. Ouais. Donc pour nous, il n'y a pas eu de révolution à ce niveau-là. Et en revanche, on muscle notre jeu quand même en permanence. Mais c'est un peu l'ADN de la marque, parce qu'on est une marque qui se développe continuellement depuis sa création,
la marque, chaque année, elle est plus grosse que l'année précédente. Donc, ça fait partie de notre ADN, en fait. Quels vont être les objectifs de la marque justement dans les années à venir? Partenariat avec l'UFC jusqu'en 2029, comme on l'a dit. Est-ce que tu vas avoir l'envie de continuer à développer d'autres sports au-delà des sports de combat? Qu'est-ce que tu auras envie de faire? Où est-ce que tu vois Venom dans 10 ans en fait? En fait, depuis 2023, on a, avec le lancement de la collection UFC Adrénaline, qui s'appelle Adrénaline, on a souhaité centrer un peu Venom autour de ce concept d'adrénaline. Et on souhaite faire de Venom une marque adrénaline. Donc, certains ont dû remarquer que dès 2023, on a commencé à faire notre entrée dans l'univers du sport mécanique, donc avec des incartades sur des circuits, avec Aston Martin et des choses comme ça. On a fait, là, cette année, on a signé par exemple un partenariat avec une écurie française de motocross qui s'appelle Bod Racing. Donc, on a l'intention de continuer à pousser, à investiguer dans cet univers qui nous intéresse. Qu'on trouve très proche en termes de valeur de l'univers des sports de combat, parce qu'il y a vraiment cette notion de duel, de combat, de dépassement de soi, de prise de risque qui est commune aux deux univers, que ce soit sport mécanique ou sport de combat. Et on a un autre univers qui lui est plus américain, qui nous intéresse, qui est le foot US. D'accord. Et donc le foot US, qui est un sport religion aux États-Unis, nous intéresse fortement, et donc on est en train de travailler au développement de gammes spécifiques pour cet univers, et ça sera bien sûr essentiellement basé sur les États-Unis, mais pas que, on verra après, parce que le foot US, c'est sport de contact, c'est un vrai sport de combat, et puis c'est un sport qui passionne notre équipe américaine. Ils sont dingues de foot US, comme tous les Américains, je crois. Et donc, on va regarder ce sport parce que on y voit énormément de liens avec le fight, avec l'UFC. Il suffit de regarder Dana White. Dana White est un gros fan de football américain. Donc voilà, c'est l'un des axes de développement 2024, 25, 26 pour la marque Venom. C'est intéressant. Donc garder ce noyau qui est, quoi qu'il arrive, l'adrénaline. Oui. C'est ça l'objectif. Oui. Qu'il y a des sports qui vont moins s'y prêter. Du coup, il y a des sports où tu n'as pas envie de t'aventurer pour l'instant. On fera pas de tennis, on fera pas de golf, on fera pas de ping-pong, on fera pas de natation. D'accord. Non, mais voilà, c'est les sports à adrénaline et à contact. On fera pas de foot / soccer, comme disent les Américains. Okay. On va pas aller là-dedans parce que pour moi, aujourd'hui, on n'y a pas notre place. Il n'y a pas de cohérence. Ouais. Donc, garder ton savoir-faire et l'utiliser à bon escient pour d'autres sports. On veut garder ce qui fait Venom, c'est-à-dire l'adrénaline, en fait. Alors justement, qu'est-ce qui fait Venom? Venom, c'est né sous la marque Dragon Bleu. À la base, c'était une plateforme de vente qui s'appelle Dragon Bleu, qui s'appelle encore Dragon Bleu d'ailleurs, c'est en 2004. Et Venom, c'est né en 2006. Tu peux nous raconter aussi les débuts de Venom? Et on a parlé de l'ADN de Venom. Comment est-ce que cet ADN est né dès 2004 et ensuite dès 2006? À 2004, l'idée, c'était de vendre des produits arts martiaux au sport de combat sur Internet, ce qui était à l'époque... n'existait pas en fait en France, il y avait quasiment rien. Il y avait pas quasiment rien, je crois qu'il y avait rien. Même en Europe, Dragon Bleu a été pionnier, et dans le monde, Dragon Bleu a été pionnier, faut être clair. Et le tout en centrant ça sur principalement le MMA. Parce que rapidement, je me suis rendu compte que arriver sur Internet avec une offre pour les sports de combat, les arts martiaux, c'était pas un game changer, ça changeait pas vraiment la donne, et la clientèle n'était pas vraiment réceptive. En revanche, proposer à sa clientèle des produits qu'elle a envie d'avoir mais qui sont introuvables ailleurs, là, il y avait un intérêt. Et donc, ces produits, c'était principalement des produits de MMA. Donc, au début, je faisais venir des produits du Brésil, qui étaient les marques en vogue à ce moment-là. Donc, des vitamines et minerals, des MMA Gear, la marque de Vanderlei Silva qui s'appelait Wand. Je me souviens de toutes ces marques-là. Il y en avait plein, des Pitbull. T'es pas out, des choses comme ça. T'es pas out, c'était américain, et c'était plus compliqué ça déjà, parce qu'ils étaient compliqués à travailler eux. Mais bref, pas mal de marques comme ça brésiliennes qu'on faisait venir en France et qui étaient revendues. Le problème, c'est que le Brésil, c'était du grand n'importe quoi. Donc aucune fiabilité. Tu commandais des pantalons, t'avais des casquettes. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Donc, et je me rendais compte qu'il y avait une appétence des clients, mais il n'y avait pas de... C'était pas rentable, aussi bien d'un point de vue financier, donc pour remplir son assiette, que d'un point de vue image de marque. Ça posait des problèmes. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire nous-mêmes en fait? Pourquoi pas faire nous-mêmes? Et donc, et là aussi, qu'est-ce que je me suis dit? C'est quand tu veux vendre du camembert, c'est mieux de dire qu'il est normand.
et du champagne qui vient de Champagne. Ouais. Faire du champagne en Suède, Ouais. je suis pas sûr que ça soit très brillant. Et donc à l'époque, en 2004, 2005, 2006, dire je vais faire du MMA depuis la France, je suis la marque de MMA française, ça va cartonner. Ouais, d'accord. Je voyais pas trop de sens au truc, tu vois. Pas la cible. Alors que dire à l'époque positionner Venom comme une marque brésilienne, alors ça avait du sens. Donc là-dessus, c'était la petite astuce du début. Et pourquoi c'était une marque brésilienne? Parce qu'elle était fabriquée au Brésil. D'accord. Donc en fait, j'avais un partenaire au Brésil qui m'a aidé à faire monter, à monter une unité de production brésilienne. Donc on utilisait des designers brésiliens, on utilisait des ouvriers brésiliens, chefs d'atelier brésiliens. On avait une unité au Brésil. Donc j'ai investi énormément d'argent au Brésil pour monter une unité de production. Donc pendant des années, en fait, Venom était fabriqué, conçu au Brésil, mais un peu pensé depuis la France quand même, quoi. Donc bref, ça a duré des années, et puis petit à petit, la marque a grossi. Le Brésil ne convenait plus pour plein de raisons, notamment technique, limitation technique trop importante, comment dire, la qualité n'était pas constante, et surtout on ne pouvait pas aller là où j'avais envie d'aller, sur des produits plus techniques, sur des matières plus techniques, sur des montages plus techniques, etc. C'était pas possible. Donc on est parti en Asie, là où il y a un vrai savoir-faire. Et aujourd'hui... Ça, parce qu'il faut pas forcément que Asie rime avec surconsommation, etc. C'est-à-dire que c'est des usines là-bas qui savent très bien travailler et qui vont te rendre un produit fini exactement comme tu l'as demandé. Aujourd'hui, par rapport à ça, moi, quand j'écoute, quand je lis la presse spécialisée ou que je regarde ce qui se dit dans les médias sur la fabrication franco-française, sur tout ça, moi, je rigole, en fait. Parce qu'aujourd'hui, si on veut faire de la technicité vraiment pointue en textile, il n'y a que l'Asie. C'est là-bas, Ici, on ne sait rien faire. Ou alors à des prix stratosphériques. Ici, on ne sait pas faire ça. On ne sait pas le faire. Donc, moi, je serais hyper heureux de faire ici. Mais vraiment, ça m'enlèverait tellement d'emmerdement et je serais tellement content. Mais c'est impossible. Donc, si quelqu'un m'écoute et écoute cette vidéo et qu'il a une solution pour moi de fabriquer en France des produits du niveau de qualité et au prix que j'ai aujourd'hui, eh ben je le reçois à bras ouverts. Et je travaille avec lui demain matin. Je le dis franchement. Sauf que ça te simplifierait beaucoup de choses aussi. Possible. Et donc, il ne faut pas tout mélanger. Oui, effectivement, vous avez des produits complètement merdiques qui arrivent de Chine, qui arrivent d'Asie en ce moment, qui inondent tout ce qu'on appelle la fast fashion, qui sont des vraies saloperies, qui sont vendus comme ça. Mais si vous voulez faire de la qualité, si vous voulez faire des produits qui tiennent la route, c'est là-bas aussi que ça se passe, malheureusement. Et on se rend compte que toute la filière est contrôlée par la Chine. Vous pouvez aller au Vietnam, en Birmanie, au Cambodge, n'importe où, ce sont que des Chinois. Ils contrôlent tout. C'est ça. Vous allez au Mexique, c'est contrôlé par les Chinois. Donc c'est incroyable. Ils contrôlent tout. Donc aujourd'hui, et quand vous voulez faire plus près, pour des raisons écologiques aussi, dire il y a moins de transport, il y a moins d'empreinte carbone, etc. Et c'est important, on y pense. Vous n'avez pas. Si vous voulez aller au Maghreb, ils savent pas faire les produits techniques qu'on fait en Asie. Si vous allez en Turquie, ils savent pas le faire non plus. Ils restent sur des produits qui sont basiques. Donc si vous voulez faire un t-shirt en coton ou un sweat, oui, ok, pas de problème. Mais ça reste que quasiment sur ça. Non, mais après, point technique, c'est intéressant parce que ça a souvent une image connotée négative quand on voit. Mais c'est intéressant et c'est important de le dire que pour des produits très techniques comme toi tu proposes, c'est là-bas qu'on aura le meilleur rendu en fait. Tous les développements de matières sont faits là-bas. Aujourd'hui, toutes les nouvelles matières sortent là-bas. Nous ici, on propose pas grand-chose. Ou alors, de toute façon, les matières sont fabriquées là-bas et réimportées ici. Donc il faut vraiment être honnête. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution. D'accord. Il n'y a pas de solution. Donc, et je ne vais pas vendre des t-shirts à 150 €. Non, c'est pas quand on voit ce que proposent certaines marques françaises à leurs clients au prix qui est proposé, je ne comprends même pas que les gens achètent. Parce que toi, le but forcément, c'est que dans les fringues, elles sont hyper usées parce que ça se frotte au sol. Il y a beaucoup de contact aussi avec tes fringues. On vend des shorts. Je vois des clients arriver dans les salles avec des shorts qui ont 12 ans. Et ça tient. 12 ans. Donc, parce elle est pas mal l'empreinte carbone là. C'est aussi là pour le coup, elle est comment l'empreinte carbone là? Parce que quand le short il dure 12 ans, alors que s'il était fabriqué ici, il durerait peut-être 12 minutes. C'est quoi l'empreinte carbone? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi ce côté de durabilité. Est-ce qu'on se moque du client ou est-ce qu'on le respecte? Il y a tellement de paramètres à prendre en compte que le dossier il est plus compliqué qu'il en a l'air en fait. Point très intéressant en tout cas, juste par rapport à la suite de ce qui s'est passé après la création de Venom et ces débuts dont tu nous as parlé, ça va être quoi avant 2021? Parce que forcément le partenariat avec l'UFC
c'est à marquer, voilà, d'une pierre blanche parce que c'était hyper important pour l'histoire de Venom. Avant ça a été quoi les dates un petit peu clés de Venom? Est-ce qu'il y a 2 ou 3 événements avant 2021 qui ont vraiment été des tournants positifs pour la marque Venom? Qu'est-ce qui, toi, t'a marqué, en tout cas, dans ton histoire personnelle avec ta marque? Belle question. Moi, je me souviens des premiers combats UFC avec, c'était à l'époque Samy Schiavo, David Baron, deux Français qui étaient les 2 premiers Français à combattre en Venom à l'UFC. Je me souviens de ça, avec le t-shirt Venom Giant, qui est un t-shirt avec un gros logo blanc, un gros logo dans le dos, des logos partout en fait. On avait fait un truc, on leur avait dit on va faire un t-shirt, c'est moi qui avais dessiné ce t-shirt à l'époque, il y avait des logos partout. Le truc c'était un logo ambulant. Et donc l'idée à l'époque c'était clairement d'être vu quoi. C'était être vu, on voulait être vu. Et donc on a été vu et le t-shirt est toujours au catalogue en fait. Elle y est encore. C'est un best-seller, c'est un produit qu'on vend. Je sais pas c'est l'old school qui revient un petit peu dans la mode. C'est un produit inusable. Donc qu'on vend toujours, c'est marrant, ça c'est une petite anecdote. Après, la première victoire avec un athlète Venom, c'était Frankie Edgar, qui prend la ceinture des légers à BJ Penn. Donc ça, c'était pareil, un moment inoubliable, puisque c'était première victoire à l'UFC en short Venom, de vraiment un vrai beau short, c'était un Amazonia 2. Donc un short qui est pour encore nous, au catalogue aussi? Non, il n'est plus au catalogue. Un short Amazonia n'est plus au catalogue, même si peut-être qu'on va le faire revenir à un moment ou à un autre, parce que c'est quand même un short qui a marqué l'histoire de la marque. C'était aussi des shorts plus longs à l'époque. Hein. Ouais, c'était des board shorts. C'était plus long. C'était des board shorts avec fente latérale et puis peau de serpent, quoi. C'était un short peau de serpent. Donc ce short-là, les grandes dates. Après, ça a été des voyages, ça a été des rencontres, l'ouverture d'une unité de production en Thaïlande, ça a été un moment important. Ça c'était en 2009, fin 2009. L'ouverture du bureau aux États-Unis, ça c'était 2012-2013. L'ouverture du bureau à Hong Kong, 2012. Il y a eu la fin de l'UFC 2014-2015. Alors ça, clairement, une belle claque. C'est moins positif. On a rebondi derrière. Donc voilà, ça a été des moments. Je crois qu'aussi en date particulière pour Venom, mais là ça mène aussi le MMA français dans son intégralité, c'est l'UFC Paris 1, je crois, en 2022, qui pour toi aussi a été un moment vraiment particulier. Oui, alors ça c'est vrai que ça aussi ça a été un moment fort, parce que pour la première fois en France on avait un UFC et on a eu en fait en termes d'ambiance le plus bel UFC auquel j'ai pu assister. Et j'en ai fait partout, au Brésil, au Mexique, aux États-Unis, en Angleterre, j'en ai fait partout. J'ai jamais vu ça. Jamais j'ai vu ça. Personne n'avait jamais vu ça, et l'UFC non plus d'ailleurs. Une ambiance phénoménale. Et pourtant, c'était pas John Jones, c'était pas Chimaev, c'était pas les plus grands noms de l'UFC qui étaient là. Non, c'était le public français qui a montré que il était là, quoi. Et que la France était un pays, moi c'est ce que je pense depuis longtemps, mais un pays majeur dans l'univers du MMA. Et je suis convaincu qu'on est l'un des grands pays du MMA aujourd'hui. Et ça, c'était, ça aussi, pareil, c'était une belle fierté. Et on était impressionnés. L'année dernière, sur le 2e UFC, même ambiance, incroyable. Donc, non, ça c'est des moments forts. Ouais. Et toi, quand tu avais les yeux des fans, des spectateurs, tu sentais que la marque Venom aussi, elle était hyper intégrée dans l'écosystème MMA quand tu as assisté à l'UFC Paris 1, par exemple, l'UFC Paris 2, tu as senti cet engouement? Non, oui, tu es content de voir qu'il y a du Venom dans les publics, quoi. Tu vois du Venom un peu partout, donc c'est une satisfaction. Mais franchement, cette soirée-là, ça transcendait tout ça. On était une famille MMA réunie, c'était tout le public MMA qui se retrouvait pour la première fois autour d'un événement majeur. Et moi, c'est ça que je retiens, en fait. Et ça a été une grosse claque. Je me souviens, les équipes Venom, tout le monde était venu, en fait. Tout le monde est reparti impressionné. Les équipes UFC étaient impressionnées. Tout le monde était impressionné. Il y avait des produits en vente. Il y avait des produits en vente sur place. Ils se sont fait éclater le stock à 19h. Il n'y avait plus rien, tu vois. Donc, c'est un truc qui n'était jamais arrivé. Non. Ça n'arrive jamais. Donc, et ça n'arrive jamais nulle part. Donc ils ont battu tous leurs records. Donc c'est quelque chose d'impressionnant. Et le MMA français depuis continue sa route. Là par exemple, alors sur RMC Sport, on fait en sorte de mettre en avant le MMA et les sports de combat au maximum que l'on peut. Mais par exemple sur la soirée de Benoît Saint-Denis, qu'est-ce que ça te fait par exemple de savoir qu'il y a eu un reportage sur le 20h de TF1 par exemple le samedi soir
avant. Je l'ai pas vu. Il y a eu un reportage sur Benoît Saint-Denis, qu'ils étaient allés le filmer quelques jours avant son départ pour Miami. Mais sur le 20h de TF1, il y a du MMA qui passait avec Benoît Saint-Denis. Qu'est-ce que, juste de savoir ça, par rapport à ce que toi, tu as connu il y a 20 ans, où le sport était encore très très loin d'être légalisé en France, qu'est-ce que ça te procure quand même une forme de fierté aussi d'avoir contribué à tout ça, assez directement finalement grâce à ta marque? Une fierté, je sais pas, mais non, mais je suis content d'avoir eu raison tout seul à un moment, quoi. C'est-à-dire que te dire à ce moment-là, pousser dans un... Moi, j'ai eu raison, genre 18 ans trop tôt, en fait, presque. Ouais. Tu vois, mais si tu continues d'avoir raison 18 ans après, c'est OK. Après, c'est bien, mais honnêtement, on a l'impression que c'est maintenant que ça se passe. C'est-à-dire qu'en France, c'est maintenant que ça se passe. Je sens encore quelques réticences de la part de certains médias. Ouais. On sent clairement que... il y a des gens qui bloquent un petit peu, mais je pense que les verrous vont tous exploser très rapidement. Là, maintenant, c'est une question de mois. Ça va exploser parce que c'est pas tenable. Le sport est devenu trop puissant. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit sur les réseaux, les infos qu'on a, c'est que c'est le deuxième sport, derrière le foot. Donc on ne parle pas de n'importe quelle comparaison, on parle du foot. Je pense que les semaines de gros fight, comme celle qu'on a vécue il y a 2 semaines avec Saint-Denis, le combat d'Oumbé-Baki, etc., c'est des semaines où le foot passe derrière. Donc le fight passe devant le foot, là. Donc si derrière les gens ne suivent pas, il y a un truc qui ne va pas, parce que les fans, eux, ils suivent. Bien sûr. Il n'y a pas de doute. Tous les jeunes qui suivent ça, aujourd'hui, ça transcende, quelle que soit la CSP, quelle que soit la région, l'origine, tout le monde regarde. Nous, toi, tu as forcément des chiffres liés à ta marque. Nous aussi, on le voit chez RMC Sport. Sur les vues, notamment pour les jeunes, la consommation TikTok, par exemple, le sport de combat est hyper suivi, hyper demandé. Il y a beaucoup d'attentes par rapport à ça. Et donc, voilà, comme tu le dis, c'est sûrement que le début d'une très très longue histoire. Et en tout cas, on souhaite que Venom continue à l'écrire aussi pendant très très nombreuses années. Je te remercie. Et on voit ta détermination et tes projets qui sont nombreux, on en est certain. Franck, merci beaucoup. Est-ce que je pense qu'on a tout dit? On pourrait parler des heures. Encore des heures, parce qu'il y a plein de choses à dire, mais en tout cas sur justement ce nouveau partenariat Venom avec l'UFC, on le rappelle, jusqu'en 2029, c'est signé, ça y est, donc ça fera en tout 9 ans de partenariat avec l'UFC, avec une marque française en tant qu'équipementier. Franck, je te remercie beaucoup d'être venu jusqu'à nous pour répondre à toutes ces questions, participer à cette interview. Merci à la prod chez RMC, merci à Alex Herbinet aussi, qui a évidemment participé à cette interview dans la préparation, et à Kaina aussi d'avoir organisé tout ça. Merci beaucoup, Franck. Merci, Charles. Salut, à très bientôt. À bientôt.